Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 20 décembre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 135 du podcast. Aujourd'hui, en fait, ça va être un retour sur l'année 2022, une espèce de recap de tout ce qui s'est passé. Et évidemment, je vais couvrir un peu la Fed, les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça. Mais le but, c'est surtout de faire un retour sur qu'est-ce que j'ai fait du côté de mes investissements. Donc, un peu la picture des achats pour mon portefeuille. Ça ressemblait à quoi un peu les transactions de day trading, swing trading dans un contexte de marché baissier. Donc, je veux vous parler de tout ça. Puis en même temps, ben, ça va vous permettre de savoir mes derniers achats. Puis un peu faire un comparatif dans le sens que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une mauvaise année comme ça en bourse. Donc, de montrer un peu qu'est-ce qui se passe de mon bord. Même si ça fait 10 ans que je fais ça, tu t'en sors pas, il y a des années comme ça. Et je pense que partager ça à tout le monde, ça va peut-être rendre ça moins pire de votre côté si c'est votre premier bear market ou si du moins vous avez commencé à investir en 2021 ou 2020 puis que là, la plupart de vos investissements sont soit break-even ou dans le rouge, ben ça va peut-être rendre ça moins pire de m'écouter parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé de mon bord. Donc si je commence, il y a eu évidemment mercredi passé la Fed qui a monté le taux directeur de 50 points de base. Donc là, le taux directeur est rendu à 4,5%. Ça, c'est ça qui était prévu. Et ce qui a fait peur au marché, parce que suite à ça, il y a eu une baisse assez rapide au cours de la semaine passée et qui s'est poursuivie d'ailleurs hier. Et là, la raison de cette peur-là, c'est pas l'augmentation de 0,5%. Ce qui a fait peur au marché, c'est plus les propos de Powell qui a dit que dans le fond, lui voyait les taux d'intérêt, le taux directeur autour de 5%. Et il a dit aussi qu'il anticipait que les taux d'intérêt resteraient élevés durant une période plus longtemps que ce qu'il avait pensé initialement. Mais là, il faut comprendre que moi, ce que je comprends pas avec ça, c'est qu'il l'avait déjà dit. Là, il a déjà dit ça dans son dernier discours. C'est juste que moi, je pensais que le marché avait déjà digéré cette information-là. Visiblement, c'était pas le cas parce que ça a baissé assez rapidement suite à cette annonce-là. Et depuis mercredi, on a principalement des journées baissières dans le sens que l'ensemble des marchés sont à la baisse. Et là, si on regarde pour 2024, là, si on commence à parler du côté du taux directeur pour les États-Unis, je m'attends à ce qu'il y ait encore des hausses, sauf que là, ça risque de tourner autour de 25 points de base, des hausses qui sont plus standards. Là. Je vous rappelle qu'on peut l'avoir oublié en 2022, mais 0,25%, normalement, c'est ça la norme. Là, avec des 0,75 ou des même 100 points de base qu'on a vu au Canada, c'est vraiment hors norme. Donc, je pense que pour 2024, on va retourner avec des incréments de 25 points de base. Comme je vous dis, c'est plus ça la norme. Sinon, je peux tout de suite vous dire que hier, j'ai pris une position dans Disney. Donc, j'ai acheté des actions à 85$ et quelques. Et je crois que fondamentalement en Disney, donc cette compagnie-là, pour moi, c'est une compagnie qui est solide, qui est établie. La seule petite chose qui me fait peur avec Disney, c'est du côté de leur service de streaming, donc le Disney+. Présentement, ils sont pas encore profitables avec ce département-là, dans le sens que ça lui coûte plus cher de produire le contenu que ce que les abonnements à Disney+ leur rapportent. Mais de mon bord, j'ai confiance que, peut-être pas en 2023, mais 2024, ça va être quelque chose qui va être profitable. Tant qu'à moi, s'il y a quelqu'un qui peut réussir à faire ça, c'est Disney. Je vous rappelle que Disney possède les franchises de Star Wars, Marvel, Pixar et en plus, évidemment, de tous les films, séries, personnages de Walt Disney. Donc, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut gagner la guerre du côté du streaming, moi, évidemment, je suis actionnaire de Netflix, mais je crois également à Disney. Disney qui n'est pas juste non plus les services de streaming. Ils vont chercher énormément de revenus aussi avec leur parc
avec les Walt Disney World. Donc pour moi, c'est une compagnie que sur le long terme, j'ai confiance. Donc c'est pas quelque chose qui me stresse de grossir ma position dans Disney pour mon portefeuille à long terme. Si on commence le retour sur l'année 2022, je vous le dis tout de suite, officiellement, c'est ma pire année en bourse depuis que j'ai commencé à investir. Tu sais, j'ai ouvert mon premier compte de courtage en ligne. C'était en 2013. Dans ce temps-là, c'était sur Questrade. Et là, 2013, on est rendu à 2022. Ça fait quasiment 10 ans. Et oui, durant cette période de 10 ans-là, il y a eu des petites corrections. Il y a eu, par exemple, la fin 2018 qui était assez une baisse subite, assez forte. Ensuite, évidemment, le crash de 2020 avec la pandémie. Mais à part de ça, si tu regardes ça, si tu prends du recul, ça a été relativement une belle montée progressive pour l'ensemble de mes investissements. Et moi, depuis le début, j'ai gardé pratiquement la même approche par rapport à l'investissement à long terme. Et honnêtement, ça n'a pas été facile parce que des fois, de garder le cap avec une façon de faire, une stratégie, quand tu vois du monde faire de l'argent comme de l'eau avec des titres spéculatifs, et là je parle pas nécessairement de la crypto, là. Si on regarde en 2018, tout le monde parlait des stocks de cannabis avec Canopy, Exo, Aurora Cannabis, tout ça, et tout le monde investissait là-dedans, investissait entre guillemets, et il faisait de l'argent, parce qu'évidemment ces titres-là ont monté en flèche durant l'année 2018, sauf qu'au final, si tu n'as pas vendu pour encaisser tes profits, vous le savez, l'ensemble du secteur du cannabis, ça n'a pas été un franc succès du côté des marchés boursiers. Fait que moi, j'ai pas embarqué dans cette trend-là. Et même chose pour dernièrement, c'est les véhicules électriques. C'est ça le dernier hype qu'il y a eu quelque part en 2020-2021. Tout le monde, encore une fois, sautait là-dessus. On parle de NIO, de Lion électrique, de Nikola, de Xpeng, beaucoup de véhicules électriques de la Chine. Et c'était la grosse tendance. Et encore une fois, dans le même principe que les actions de cannabis, on peut voir qu'il y a eu un gros recul de ce côté-là. C'était des titres qui étaient beaucoup gonflés par l'excitation. Et comme je vous dis, des fois, c'est difficile de ne pas embarquer dans cette vague-là. Il y a un FOMO, un fear of missing out, la peur de manquer le bateau, dans le fond, puis de passer à côté de l'argent facile. Mais au fil du temps, j'ai appris que la meilleure manière de s'enrichir, c'est vraiment tranquillement, du moins avec l'investissement en bourse. Il n'y a pas vraiment de shortcut. Tu ne peux pas obtenir des fois 10, fois 100 aussi facilement que ça, puis avec constance. C'est plate, mais l'approche de l'investissement à long terme, c'est beaucoup plus avec des compagnies solides, puis les rendements composés au bout de 10, 15, 20 ans. Mais reste que cette année, pour la première fois depuis que j'ai commencé à investir, on a connu une année complète de marché baissier. Donc toute l'année, ça a été de mal en pire. Puis là, si on regarde l'indice américain SP500, depuis le début de l'année, il a droppé d'environ 20%. Donc ça, c'est depuis le début du mois de janvier. Fait que c'est sûr que avec mon exposure au marché américain, je me retrouve avec quelques actions dans le rouge. Sont pas toutes nécessairement dans le négatif parce que, je veux dire, j'ai quand même averaging down une coupe de ces actions-là et il y a des actions que j'ai achetées, ça fait des années, fait que c'est sûr que le prix d'achat moyen est quand même très très loin du prix actuel, mais dans l'ensemble, cette année-là n'a pas été bonne pour le portefeuille, malgré que, comme je vous dis, j'ai quand même quelques actions dans le portefeuille qui ont bien performé. Je peux regarder ici, j'ai Merck & Co, Kellogg et Couche-Tard qui affichent quand même un bon rendement cette année, mais à part ces trois titres-là, ça n'a pas été fameux, mais par contre, l'année 2022, ça m'a permis premièrement, de grossir mes positions dans des entreprises que j'avais encore confiance, que les chiffres étaient beaux, c'est juste qu'au niveau du prix de l'action, en 2021, c'était vraiment, du moins à mon avis, hyper surévalué. C'était des prix vraiment gonflés. Fait que c'est sûr que maintenant, avec le marché baissier, on a eu des meilleures opportunités. Et l'autre chose que ça m'a permis de faire, c'est aussi de commencer des nouvelles positions. Ça faisait longtemps, là, en 2021, j'ai pratiquement rien acheté. Là. Je pense que j'ai juste
Merck & Co. puis du TELUS que j'avais acheté en 2021, c'est tout. Le reste, j'avais fait aucun move. Fait que c'est sûr que c'était très tranquille du côté du portefeuille à long terme, mais si tu vois pas de bonnes opportunités, ben je vais pas dépenser mon encaisse pour le fun non plus. Et c'est pour ça qu'en 2022, c'est pas pantoute la même picture, dans le sens que cette année, je suis acheteur. Si je regarde, pour faire un petit recap de tous mes achats de l'année, ça a commencé cet été avec, j'ai racheté du Starbucks et du Netflix. Vraiment pas cher, là, déjà, sont très très up par rapport au prix que j'ai payé. Ensuite, du Disney et du BMO. Ensuite, en septembre, du Nike et du Microsoft. Et là, comme je vous dis, j'ai commencé à bâtir une nouvelle position dans Apple et dans Google. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, vendredi passé, j'ai ramassé du Apple autour de 135$ et du Google à 90,50$. Et là, je vous le dis tout de suite, si ces actions-là drop, le prix de ces actions-là drop encore d'un autre 10%, moi, c'est sûr que j'en rachète d'autres. Je veux grossir ma position là-dedans. C'est des compagnies que je voulais prendre position, mais que le prix m'intéressait pas précédemment. Mais là, avec les perspectives d'avenir, plus le prix qu'on paye aujourd'hui là, en termes de multiples de bénéfices, c'est quelque chose qui me paraît du moins très intéressant. Mais encore là, fiez-vous pas sur moi non plus. Faites vos propres due diligence, vos recherches, vos analyses. Parce que je le répète, tout ce que je dis dans le podcast, ce que je vous partage, c'est pas des recommandations d'achat. Je suis pas votre conseiller financier non plus. Moi, tout ce que je dis dans le podcast, c'est vraiment une question de partager ce que je vois ou ce que je fais, question de transparence, mais je suis pas là pour vous guider dans vos investissements, là. Et de mon bord, comme je vous dis, personnellement, je pense qu'en 2022, on a eu des opportunités d'achat incroyables. Et évidemment, si vous avez une optique à long terme, cette année, ça ne s'est pas tout de suite rentabilisé. Et je pense que ces opportunités-là vont potentiellement continuer d'être là début 2023. Donc, c'est sûr que moi, je pense que si on est capable de faire des moves dans un contexte d'incertitude comme ça, quand on anticipe le pire, ben c'est là qu'on est capable de bâtir des fortunes. Dans le sens que, présentement, il est possible d'acheter des entreprises super solides et qui vont, quelque part dans le temps, repartir en force, dans le sens que, oui, c'est sûr que présentement, si on regarde du Microsoft à Apple, Google, Disney, Nike et compagnie, ils ont eu une année vraiment, vraiment pas bonne, comme l'ensemble du marché, mais ils ont pas, ils vont pas tant ressentir le ralentissement économique, puis si oui, ben, ils vont quand même pas perdre leur avantage concurrentiel, et ces compagnies-là, ils en ont du cash pour passer au travers de la récession. Fait que c'est sûr qu'avec la même approche à contre-courant que je répète 100 fois par année dans le podcast, moi, quand les investisseurs ils ont peur, sont incertains, sont pessimistes, c'est là que je suis acheteur sur les marchés boursiers, mais je les comprends d'avoir peur parce que même de mon bord, je suis pas très optimiste pour 2023 parce que, veux pas, je m'attends à ce que l'inflation soit encore là, que les taux d'intérêt demeurent élevés, c'est déjà anticipé par le marché aussi. Au fait, je fais partie du monde qui l'avait anticipé depuis un méchant bout, là, dans le sens que avant même qu'il recommence à monter les taux d'intérêt, puis qu'on voit des taux d'inflation à 8-9% aux États-Unis, je n'étais pas le seul à en parler, mais j'en ai parlé dans des podcasts. J'ai même écrit un post sur Facebook quand les gouvernements ici ont donné la PCU, puis les aides gouvernementales, puis que la Banque du Canada a descendu le taux directeur à 0,25%. J'ai écrit sur ça va être quoi les conséquences de ça. Tu peux pas injecter du fric de même, puis descendre les taux d'intérêt au plancher, puis t'attendre qu'il n'y aura pas d'inflation. C'est le phénomène même qui crée de l'inflation. Bref, malgré ce que nous réserve l'économie pour 2023, même si j'en parle souvent que ça risque d'être difficile pour une grosse partie de la population, puis que les problèmes ne sont pas réglés en date d'aujourd'hui, je pense que du côté des investissements en bourse, si tu attends qu'il n'y en ait plus de problèmes, puis tu attends la fin de la récession, puis tu attends que l'inflation soit complètement sous contrôle, bien ça se peut que tu passes à côté d'un paquet d'actions en rabais. Comme je vous dis, une fois que la problématique va être réglée, puis que tout le monde voit que ça va bien, puis qu'on s'en va dans la bonne direction, l'optimisme
va déjà se refléter dans le prix des actions. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu prennes un gamble, faut que tu risques un peu en achetant dans une période vraiment où que l'avenir est sombre, puis qu'on s'attend vraiment à ce que ça ne soit pas réglé l'année prochaine. C'est quand tu fais ces moves-là que tu peux t'attendre du moins à un meilleur rendement, puis d'avoir des meilleures opportunités d'achat que quand la situation est beaucoup plus claire, prévisible, puis que, évidemment, l'inflation est pas à ce niveau-là, que les taux d'intérêt arrêtent d'augmenter. Une fois que ça arrive, ben les deals en bourse sont toutes partis, là. Et je continue de le dire, si vous êtes un investisseur à long terme, ça sert à rien d'essayer d'acheter au plus bas, puis vraiment le creux ultime, là, juste avant que ça remonte. Premièrement, c'est excessivement difficile de faire ça. Et 9 fois sur 10, quand vous allez vraiment le voir que c'était le creux, puis que ça repartit, bien souvent, il va être trop tard. Là. Tu vas avoir passé à côté d'un bon prix d'achat. Puis là, tu vas être pogné à savoir, OK, j'attends-tu que ça redescende? Puis finalement, tu vas peut-être jamais faire le move. Fait que de mon bord, la meilleure façon de faire, c'est que je vais évaluer la valeur intrinsèque d'une compagnie. Par exemple, je vais déterminer que telle compagnie, à 100$, ben ça, c'est sa juste valeur. Donc, dès qu'elle tombe en dessous de ça, pour moi, à mes yeux, selon mes analyses, l'action est sous-évaluée. Donc, c'est là que je veux acheter l'entreprise, du moins les actions de la compagnie. Et là, si le prix continue de baisser, un autre 10%, j'en rachète d'autres, un autre 10%, j'en rachète d'autres. Et c'est pour ça que, tant qu'à moi, il ne faut pas que tu rentres all-in en une seule fois pour acheter des actions d'une compagnie. Dans le sens que, si toi tu me dis que tu es vraiment capable de trouver le creux, puis tu es tout le temps au plus bas, puis premièrement, tu dois être multimillionnaire, puis deuxièmement, ben, tu m'enverras ta boule de cristal parce que la mienne, elle doit être défectueuse. Mais sinon, t'es mieux d'évaluer un prix, d'acheter en bas de ce prix-là, puis de splitter ton encaisse en, je sais pas moi, en 10, en 5, en 4, peu importe. Fait que tu vas peut-être mettre 10% ton encaisse, ton premier achat, pour commencer ta position. Puis après ça, tu peux en racheter 2, 3 autres fois, tout dépendamment à quelle grosseur tu veux mettre cette position-là. Là, c'est quoi la pondération que tu vas avoir dans cette compagnie-là. Tout dépendamment aussi la diversification de ton portefeuille. Tu ne veux pas non plus te retrouver avec 50% de tes actions dans le secteur technologique ou dans le secteur de l'énergie parce que, encore une fois, tu as un problème de diversification. Mais je reviens à dire que quand j'achète pour mon portefeuille à long terme, là, vraiment pour 5, 10, 15, 20 ans, la manière de faire, c'est comme du dollar cost averaging, c'est-à-dire de l'achat périodique à somme fixe, et je vais splitter mon encaisse, et je vais prendre peut-être 25%, puis je vais sauter sur l'action, puis après ça, ça redescend d'un autre 10%, je vais en rajouter, mais essayer de vraiment trouver le plus bas prix, puis d'y aller all-in, pour moi, c'est, étant donné que je pense que c'est quelque chose qui est impossible de vraiment trouver le creux à chaque fois, c'est pas une approche que je vais utiliser. Sinon, si on revient sur le recap de l'année 2022, c'est l'année où on a le plus parlé de l'inflation et des taux d'intérêt. Et c'est normal, là, depuis 10 ans, ces deux éléments-là n'ont pas vraiment de répercussions sur nos vies, sur nos investissements, dans le sens que le taux d'inflation était très bas, peut-être 1,5, 2% annuel. Les taux d'intérêt aussi, le taux directeur il restait en bas de 2%, donc c'est sûr que tu ne ressens pas ce taux d'intérêt-là. C'est du cheap money, puis même à faire au niveau du taux d'inflation, il n'y a pas personne qui prenait ça en compte là, dans ses décisions au day-to-day, là. Mais là, on constate concrètement l'augmentation des prix un peu partout. Donc, on va parler de l'inflation. L'inflation a également un impact au niveau de nos rendements réels du côté de nos investissements. Et là, en plus de ça, pour venir combattre l'inflation, la Banque du Canada qui remonte les taux d'intérêt. Je vous rappelle que le taux directeur au Canada, il est passé de 0,25% à 4,25%. C'est une augmentation de 4% en moins d'un an. Et la dernière fois que le taux directeur était à ces niveaux-là, au-dessus de 4%, c'était en 2007. Fait que c'est sûr que les répercussions de ça
au-delà des marchés boursiers, ben, ça a affecté les taux hypothécaires, ça a affecté les taux d'intérêt sur les marges à taux variables, ça a affecté les taux d'intérêt sur les prêts auto, etc. Là. Fait que maintenant, ça coûte pas mal plus cher d'emprunter. Et d'ailleurs, c'est justement le but. Là. On veut que le monde arrête de dépenser, puis qu'il arrête de s'endetter. Et nécessairement, ça va causer un ralentissement économique et, conséquemment à ça, freiner la demande qui met une pression haussière sur les prix. Et espérons-le, la hausse des taux d'intérêt par la Fed et par la Banque du Canada, j'espère que ça va être suffisant pour reprendre le contrôle de l'inflation parce que la dépréciation de la monnaie, c'est la priorité numéro 1. Tu ne veux pas te retrouver dans un environnement d'hyperinflation puis que les prix ils doublent à chaque année. Ça ne serait pas un scénario idéal, mais bref, le but, c'est vraiment de venir reprendre le contrôle là-dessus. Et c'est pour ça que je suis 100% d'accord sur la hausse des taux d'intérêt. Il faut qu'ils continuent à mettre de la pression sur la demande. Et ils règlent en fait un problème qu'ils ont eux-autres même causé. C'est la faute du gouvernement et de la Banque centrale si aujourd'hui, on se retrouve avec un taux d'inflation aussi élevé que ça. Mais à noter que la hausse du taux directeur, il n'y a pas juste du négatif. Dans le sens que c'est sûr que c'est négatif pour le monde qui sont endettés, pour le monde qui a une hypothèque à taux variable, pour le monde qui doivent emprunter pour XY raison, mais pour le monde qui épargne, on se retrouve avec des taux d'intérêt plus avantageux, donc on peut recevoir justement plus d'intérêt. Par exemple, si on regarde les taux d'intérêt sur les comptes épargne, ça a augmenté dans la plupart des institutions financières et même chose pour les CPG. De mon bord, mon compte épargne est rendu à 2,5%. Évidemment, ça, c'est à condition qu'à chaque mois, je transfère un petit 200$ de plus dans le compte. Et du côté personnel, c'est-à-dire pas pour ma business, pas Traders 360, de mon bord, j'ai aussi pogné un CPG non encaissable sur 18 mois et le taux d'intérêt là-dessus est de 4,75%. Donc, encore là, on s'entend, on est loin de 10, 15, 20% par année, mais c'est déjà mieux que ce qui était offert dans le temps que le taux directeur était au plancher. Et même si c'est pas avec ces placements-là que tu vas te mettre sur la map, tu peux quand même te diversifier en allant chercher un rendement qui est garanti, qui est sous forme d'intérêt. Et logiquement, si tu achètes ça dans ton CELI, ben, tous les gains que tu vas faire, là, tous les intérêts, ben, c'est non imposable. Fait que c'est sûr que de mon bord, la hausse des taux d'intérêt, moi, ça me touche pas bien dans le sens que j'ai pas de prêt, j'ai pas d'endettement, je suis pas propriétaire, fait que ça me touche pas réellement, du moins ça me touche pas négativement. Moi, c'est plus que j'ai des liquidités qui dorment dans un fonds d'urgence, j'ai des montants dans des comptes d'entreprise, donc moi, s'il y a une possibilité d'aller chercher plus d'intérêt, ben pour moi, c'est tant mieux. Et pour finir l'épisode, je vais aborder comment s'est passé mes transactions du côté du swing trading et du day trading avec le contexte de bear market parce que, évidemment, quand tout monte, c'est plus facile d'être trader puis d'être investisseur parce que ça monte partout. Tu n'as pas besoin d'être super picky dans tes choix d'investissement, à moins que tu te trompes royalement puis que tu investis dans Lion Électrique ou une compagnie de potes. Règle générale, tout montait dans les dernières années, fait que tu avais beaucoup de marge d'erreur. En 2022, c'est plutôt le contraire. Ça a été plus difficile, surtout du côté du swing trading, parce que il y avait une grosse tendance baissière qui était installée. Fait qu'à chaque fois que tu prends une position acheteur, ben t'es à contre-tendance. Mais bref, je vais vous parler des transactions de day trading sur les actions. Honnêtement, de ce côté-là, malgré le marché baissier, puis les mauvaises nouvelles qui sortaient quasiment à chaque mois, il y a eu beaucoup de belles journées avec des titres qui avaient des gros volumes, des beaux niveaux de support résistance. Il y a eu des journées en dents de scie, c'est-à-dire beaucoup de volatilité, ça monte, ça descend. Fait qu'il y a eu beaucoup d'opportunités cette année pour faire du fric avec le day trading. Et il faut comprendre que les stocks qu'on trade pour faire des profits en intra-séance, c'est-à-dire avant la fin de la journée, c'est un monde à part. Tu ne trades pas une compagnie, tu ne trades pas les fondamentales, c'est-à-dire
les résultats financiers, tu checkes pas la structure de la business, tu checkes pas les données économiques. Tout ce que tu fais, c'est que tu trouves un ticker, un symbole qui a du gros volume, qui est low float, qui est volatile, puis il y a un momentum qui se passe, puis tu essaies de te timer pour faire le maximum de profit. Fait que c'est sûr que inflation, pas inflation, hausse des taux d'intérêt, il y a des opportunités pour faire des transactions de day trading. Et même chose du côté des transactions sur CMC Market. Ça, dans le fond, c'est mon broker CFD, mon courtier pour trader sur les devises puis les matières premières, entre autres l'or et le baril de pétrole brut. Et toute l'année, avec justement la guerre en Ukraine, les décisions de la Fed, il y a eu beaucoup de volatilité avec l'euro, la livre sterling, le pétrole WTI. Fait que c'est sûr que ça bougeait pas mal de ce côté-là. Et quand ça bouge, quand c'est volatile, c'est là qu'on peut sortir des profits en day trading. Sinon, du côté du swing trading, c'est-à-dire des transactions qui peuvent s'étirer sur quelques jours ou même quelques semaines, ça a été plus difficile sur ce volet-là. Et je pense que c'est normal parce que dans un bear market, à moins de prendre des positions de vente à découvert, c'est-à-dire du short selling, c'est à miser sur la baisse du prix de l'action, mais sinon, tu te retrouves tout le temps à être à contre-tendance. Et cette année, ça a été la fois où j'ai pris le plus de positions en faisant du fading. Grosso modo, du fading, c'est une stratégie de trading qui consiste à prendre une position dans le sens contraire de la tendance qui est en cours. Pour vous donner un exemple facile, illustrer c'est quoi du fading, disons qu'il y a une grosse tendance baissière, comme cette année, et que moi je décide de prendre une position acheteur, et le but c'est que je vais acheter quand il y a un revirement de tendance, et plus le prix se rapproche de la ligne de tendance baissière, plus je vais être proche de vendre ma position à profit. Donc, le fading, évidemment, avec 2022, ça a été ma méthode de choix pour les transactions de swing trading. En même temps, en 2022, j'avais pas vraiment le choix parce que personnellement, règle générale, mes positions de swing trading, je veux la prendre dans le sens de la tendance. Sinon, ben, comme je te dis, tu t'exposes à tout le temps lutter contre le momentum du moment. Mais comme je vous dis, moi, je ne fais pas réellement de position de short selling, le moins possible. Fait que si je voulais prendre des positions acheteurs, c'était avec une optique avec une stratégie de fading. Et avec cette technique-là, mes meilleures transactions de swing trading, si je regarde mon journal, ils ont été faites au mois de mars et au mois de juillet. Et la raison derrière ça, c'est que ça a été vraiment 2 périodes de fort momentum haussier. Même si, comme je vous dis, on était dans un bear market, si vous prenez le temps de regarder le graphique de la plupart des actions du Nasdaq, vous allez voir que les 2 fois où le prix des actions a rapidement remonté, c'était justement mois de mars, mois de juillet, et là, les actions ont rapidement remonté vers la ligne de tendance baissière. Et dans ce contexte-là, si on parle d'indicateurs techniques, ben honnêtement, celui qui m'a permis de prendre les meilleures positions, ça a été le MACD, donc MACD, qui est vraiment un indicateur qui est conçu littéralement pour trader dans un environnement qui évolue en tendance, comme ce qu'on a connu cette année, versus le RSI, le CCI, puis en fait, tous les autres les indicateurs techniques de type oscillateur, eux autres sont plus efficaces dans un contexte où il y a de l'accumulation, il y a de la consolidation, le titre est dans un range, et à ce moment-là, les oscillateurs permettent d'avoir des meilleurs points d'entrée et de sortie, mais en 2022, ça n'a pas été le cas. On parle vraiment de mouvements avec des revirements de tendance, et à ce moment-là, c'est le MACD qui a été l'outil le plus pratique pour mes opérations de swing trading. Et pour conclure sur le volet technique, ce qui va vraiment venir confirmer la fin du marché baissier, c'est lorsque la valeur de l'indice Nasdaq ou l'indice SP500, lorsqu'il va venir briser la ligne de tendance baissière, qui est assez facile à tracer, là, juste à relier les sommets sur un graphique journalier. Et une fois qu'on va venir briser ça, et en plus qu'on va venir franchir la moyenne mobile sur 200 périodes, dans ce cas-là, ça va être une indication qu'effectivement, on va quitter le momentum baissier puis qu'on va potentiellement
aller vers un rally, c'est-à-dire un revirement de tendance à la hausse. Avant qu'il y ait un breakout explicite, c'est-à-dire vraiment une cassure de la tendance, je considère qu'on va continuer le mouvement à la baisse, que ce soit sur le marché canadien ou le marché américain. On est encore dans un bear market et c'est quelque chose à surveiller, mais encore une fois, comme je vous dis, je ne vais pas attendre de briser cette tendance-là avant de grossir mon portefeuille à long terme. Le côté technique va juste un peu me guider à travers tout ça, mais je me concentre vraiment sur les fondamentales, sur la valeur intrinsèque de la compagnie, plus que les niveaux de support résistance puis les moyennes mobiles pour investir sur le long terme. Je termine l'épisode là-dessus. Premièrement, vous l'avez sûrement entendu, ma voix n'est pas tout à fait là. Je suis sur un fin de rhume, donc je voulais faire l'épisode, mais là, je commence à manquer de voix. Mais le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de faire un recap de l'année 2022, vous partager qu'est-ce qui se passe de mon côté, parce que cette année, c'est difficile pour tout le monde. Que ça fasse 10 ans que tu fais ça, ou que tu as commencé l'année passée, ton portefeuille, cette année, c'est sûr que c'est difficile, mais il faut être capable de vivre avec ces baisses-là, et surtout, au-delà d'être capable d'endurer ce stress-là, entre guillemets, il faut même en profiter. Tant qu'à moi, pour beaucoup de monde, c'est un excellent moment pour commencer à investir ou pour continuer de grossir vos positions pour votre portefeuille. Encore une fois, je le répète, je ne fais pas de recommandations d'achat, je ne vous dis pas quoi faire, je vous partage simplement mon avis. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.